tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. À ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube, un grand merci à vous. À ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On est en train de grandir cette communauté-là. Vous pouvez évidemment nous trouver sur tous les réseaux sociaux ainsi que sur toutes les plateformes audio. On est littéralement partout. Allez nous trouver, partagez le contenu, commentez. On apprécie énormément l'engagement que vous faites avec ce qu'on vous offre à toutes les semaines. Salim, comment ça va? Écoute, ça va bien, ça va bien. Il commence à faire un peu meilleur ici, puis tant mieux parce que je crois qu'au niveau politique, il va y avoir beaucoup de choses. Et je crois qu'on va bientôt être en campagne électorale et je crois que les candidats et candidates vont mieux aimer ça, le faire ça au printemps. Exactement, parce que on a déjà vécu, nous, des campagnes en hiver. It's not fun. C'est pas l'idéal. Et pour l'occasion, Salim, le timing ne peut pas être meilleur de recevoir l'invité. Ça fait longtemps qu'on l'entend, qu'on l'attend. Évidemment, il n'habite pas au Québec. Il habite pas à Montréal, mais il connaît très bien Montréal. Il le connaît, puis tu me permettras, je sais que normalement, c'est toi qui fais les introductions. Non, tu vas le faire. L'invité d'aujourd'hui, c'est quelqu'un, évidemment, que je connais depuis... les gens, il y a certains qui, peut-être de notre génération, l'ont connu par son implication politique. D'autres, un peu plus jeunes que nous, ont appris à le connaître à la télévision, commentateur, analyste politique. Moi, Salim, j'ai connu l'invité qu'on a aujourd'hui à l'école primaire. OK? C'est un gars de Parkex. On appelle ça The Hood. Tu sais, Parkex. Les gens qui ont grandi dans Parkex et qui réussissent, il y a une raison pour ça. C'est parce que ça n'a pas été facile, Parc Extension. Et à chaque fois qu'on le voit, même avant, quand on suivait un peu son parcours, on est tous fiers de lui. C'est Dimitri Soudas. Dimitri, comment ça va? Salut George, c'est comme si on s'est vu hier à l'école Socrate. À la cour d'école. Salut. C'est ça que je disais parce que nous, Salim, on n'avait pas des modèles à suivre. Là. Surtout en politique, il y avait quelques personnes qui avaient déjà franchi ça. Je pense notamment à Christos Syros, à Eleni Bakopanos, notre ami Léo Houssakos. On n'avait pas beaucoup de personnes qu'on pouvait vraiment suivre et dire comment ça marche, est-ce qu'on peut avoir une porte. Dimitri a été le premier de notre génération à franchir cette porte-là. Et par la suite, il y a d'autres qui sont venus. Puis c'était quelque chose de rafraîchissant parce que c'est un domaine, tu sais, que notre petite communauté, ils n'ont pas vraiment l'habitude de dire on se lance, puis on ouvre des portes, puis on défonce dans le monde politique. Je sais pas comment tu as vécu ça, Dimitri, et ton intérêt en général de faire le saut dans le monde politique. Comme tu sais, les Grecs, la politique, on en mange. Ouais. On se vante souvent que de toute façon, c'est nous qui avons inventé la démocratie. Donc, un Grec, c'est comme un poisson dans l'eau en ce qui concerne la politique. Je dirais que mon parcours est différent du point de vue. On a eu beaucoup de Grecs. Tu as mentionné George Christos Syros, qui était non seulement député au niveau provincial, mais aussi ministre. Eleni Bakopanos, le sénateur Houssakos. Il y a des Grecs au niveau fédéral et au niveau provincial qui se font élire depuis longtemps. Mon parcours a été différent parce que j'ai pris le parcours d'aller travailler pour un chef de parti qui est devenu premier ministre. Et je dirais pas que mon parcours a ouvert la porte, mais je dirais que jusqu'à un certain point, mon parcours a probablement mis un peu plus de lumière sur l'autre voie. La voie de ne pas être élu, mais de travailler et de servir soit des ministres et surtout des premiers ministres. Et là, on le voit au niveau provincial, au bureau de M. Legault. Il y a un monsieur qui s'appelle M. Mourelatos, d'origine grecque. Oui, un ancien libéral fédéral, je crois, d'ailleurs. Oui, exactement. Ouais. Et je dirais que être élu, c'est important. Et par contre, servir un premier ministre, tu es le plus proche du pouvoir et de l'influence. Avec tout respect envers des députés qui sont élus, parce que leur travail est très important, mais travailler pour un premier ministre, tu le vois chaque jour, 10 fois par jour. Ben oui, c'est sûr. Et
je dirais que mon parcours, par extension. Oui, parle-nous de ça, justement. Oui. Ben, je dis souvent, tu peux enlever le gars de Parc Extension, mais tu ne peux jamais enlever Parc Extension du gars. Je le vois avec mon ami George. Je suis très fier d'être de Parc Extension. Quand les gens me posent la question, où es-tu né? Tu rencontres quelqu'un, puis tu as une conversation simple. Je ne dis pas seulement je suis né à Montréal. Je dis je suis né à Montréal à Parc Extension. Et je leur parle de Parc Extension. Parc Extension, c'est là où c'est pas juste la communauté grecque. Avant, c'était les Italiens. Avant, c'était les Juifs. Après les Grecs, c'était les Sud-Asiatiques, c'était les Haïtiens. Parc Extension, c'est le quartier où tu commences avec très peu. Très peu. Écoute, ma première job, j'avais 13 ans. Tu te souviens du supermarché Delta? Ouais, c'est Jean Talon. Ma première job, je travaillais pour le supermarché Delta et on m'avait donné 2 choix. On m'avait dit, tu peux travailler à l'intérieur, salaire minimum, c'était comme quoi, 5 $ de l'heure dans les années 90, c'était dans le dernier siècle. Mettre des choses sur des étagères. Ou, puis j'avais 13 ans, donc pas de permis de conduire, ou tu peux faire la livraison. À l'extérieur, nous avons une bicyclette avec un bac en bois en avant, où tu peux mettre les boîtes des bananes. Et là, tu vas faire salaire minimum, mais quand tu fais la livraison, tu vas aussi avoir des pourboires, des tips. Que ce soit l'hiver, le printemps, l'automne, l'été. Moi, avec ma bicyclette, mes boîtes de bananes et mon bac, je faisais des livraisons. Et Parc Extension fait en sorte que tu apprends la valeur du travail fort. Mais tu apprends aussi la valeur la plus importante du respect. C'est très souvent, quand je travaillais pour le premier Harper, soyons clairs, je n'avais pas la réputation du gars le plus gentil. J'étais le gars qui faisait la job avec la batte de baseball au nom du gouvernement. Surtout avec les plus seniors. Mais je vais te raconter une anecdote. Quand je rentrais chaque matin, à 5 h du matin, 5h30 du matin, il n'y avait pas un chat. Sauf ceux qui faisaient le nettoyage, ceux qui arrosaient les plantes. Avant de faire quoi que ce soit, je faisais un tour au 1er, 2e, 3e, même jusqu'au 4e étage de l'édifice Langevin pour aller dire bonjour à tout le monde. Pour la plupart des gens, ceux qui faisaient le nettoyage puis arrosaient les plantes, ils étaient invisibles. Donc, par extension, tu apprends à ne jamais juger une personne avec son titre. C'est ça. Mais avec la personne qu'il est ou qu'elle est. Et je dirais que je dois, si quelqu'un quelque part juge que j'ai eu un petit succès pendant 10 ans ou plus de 10 ans avec M. Harper, c'est grâce à Parc Extension. Pourquoi? Parce que Parc Extension aussi te donne le courage de l'audace. De l'audace de regarder un leader du G7 dans les yeux et de lui dire, en privé bien sûr, je pense que vous avez tort et pourquoi? Voici pourquoi je pense que vous avez tort. Donc, bien sûr, ma mère, ma grand-mère qui m'ont élevé, j'étais élevé par une mère monoparentale, ma grand-mère, ont jeté la base de toutes mes valeurs. Mais Parc Extension, les coudes sont... Mais c'est super intéressant. Merci d'ailleurs de partager ça avec nous. C'est super intéressant parce que ça démontre qu'en politique, on a aussi besoin d'avoir des valeurs et des valeurs qui soient très profondes. Et puis, dans le fond, c'est juste pour vulgariser un petit peu ça, c'est que tu valorisais le travail de tout le monde, peu importe que tu étais en haut de l'échelle ou surtout en bas de l'échelle. Puis ça, c'est effectivement très important. Puis je pense que la politique, particulièrement aujourd'hui, manque de civilité. Donc, c'est très important, ce genre d'approche. Mais Dimitri, parle-nous aussi un petit peu... tu sais, tu as été avec M. Harper très longtemps. Déjà quand il était dans l'opposition. Mais toi, tu as connu la fusion aussi. Oui. Tu as connu la fusion. Donc toi, quand tu as commencé à t'impliquer au niveau fédéral, tu t'impliquais avec... l'ancien parti, donc avec le Reform, c'est ça? Moi, j'ai commencé avec l'Alliance canadienne. L'Alliance, exact. OK. Donc, juste pour parler de cette époque, avant 1993, à cause de l'échec du lac Meech, comme vous vous souvenez, le Parti progressiste conservateur s'est fractionné. C'est ça. Il y a eu le Bloc québécois,
le départ de Lucien Bouchard, la démission de Lucien Bouchard, la formation du Bloc québécois, Jean Lapierre qui s'est joint à Lucien Bouchard. Et de l'autre bord, tu as eu la création du Reform. Donc, le Parti progressiste conservateur s'est fractionné en 3. Le Parti progressiste, Reform, puis le Bloc. Élection de 1993, catastrophique. 2 sièges pour le gouvernement actuel de M. Mulroney sous Kim Campbell. Reform, opposition officielle. Bloc québécois, parti en 3e place. Puis en passant en 97, le Bloc québécois est devenu l'opposition officielle pour la première fois. Et bien sûr, Jean Chrétien qui gagne 3 majorités consécutives, 93, 97 et 2000. En 2003, il y a eu une élection partielle historique à Perth Middlesex, en Ontario. Okay. Cette élection partielle a été gagnée par les progressistes conservateurs de Joe Clark, qui était chef à l'époque. En 2003? En 2003. Ah oui, Joe Clark. Deuxième fois. Deuxième fois, exact. Ouais. Et c'est là le moment où Stephen Harper, à l'époque, c'est là le moment historique où il a décidé on doit fusionner, sinon les libéraux vont gouverner. Ad vitam aeternam. Exactement. Et à l'époque, Peter MacKay était le chef du Parti progressiste conservateur. Lui, Peter, avait gagné sa course à la chefferie en promettant de ne pas faire la fusion. Finalement, c'est lui qui l'a faite avec Harper. Et c'est lui qui l'a faite avec Harper. Mais à la toute fin, il y avait Scott Bryson, il y avait Jim Prentice, qui était ministre dans notre gouvernement, Scott Bryson qui s'est joint aux libéraux de Paul Martin, et Peter MacKay. Peter MacKay a fait un deal avec un gars qui s'appelle David Orchard. C'est un gars des Prairies qui était aussi candidat à la chefferie. Et Orchard avait le choix soit d'aller avec Jim Prentice ou Peter MacKay. C'était les 2 derniers qui restaient. Puis Orchard, son appui, il a donné formellement. Ils ont même signé un bout de papier, un napkin quelque part qui disait « Je te promets que je ne vais pas faire la fusion des 2 partis ». En tout cas, il a pris son appui, mais a déchiré le napkin. Et là, Stephen Harper a dit on doit faire la fusion, surtout parce que c'était les progressistes conservateurs qui avaient gagné cette partielle. Et on avait fini en 3e place. Donc, les pourparlers ont commencé. Entente de principe entre Peter MacKay et Stephen Harper. Ratification de l'entente de principe des membres des 2 partis, progressistes conservateurs et Alliance canadienne. Création du nouveau Parti conservateur du Canada, c'était en décembre 2023. 2003, pardon. Il y a déjà 22 ans. C'est ça. Et à l'époque, si vous vous souvenez, les gars, le surnom de Paul Martin, c'était le Juggernaut. Il allait gagner la plus grande majorité de l'histoire du Canada. Et là, on va revenir à aujourd'hui, où il y a 1 mois et demi, Pierre Poilievre était le Juggernaut qui allait gagner la plus. Donc, les deux règles de principe en politique, c'est 1 semaine, c'est une éternité. Et 2, les élections comptent. Juste avant de te laisser aller dans le vif du sujet, moi, tu le sais comment je suis passionné de ces histoires-là. Toi, personnellement, tu sais, tu étais impliqué avec l'Alliance. L'Alliance qui était, on va se le dire, quasi inexistante au Québec. En tout cas, mais la blague que je fais, c'est on était juste derrière un autre parti qui s'appelait la marge d'erreur. Ah, ouais. La marge d'erreur avait plus d'appui au Québec que l'Alliance canadienne. D'habitude, la marge d'erreur, c'est 2,5 à 3 Nous, on était à 0,9 C'est ça. Non, mais exactement. Mais alors, moi, j'essaye de mettre dans les chaussures de Dimitri Soudas, jeune qui s'implique en politique, qui est impliqué avec l'Alliance. Mais tu sais, je veux dire, à ce moment-là, tu sais, c'était quasiment être Québec solidaire en 2006. Là, tu sais, c'est comme, c'était absent au Québec, là, complètement. Et là, tu arrives jusqu'au bureau du premier ministre. C'est quoi l'enseignement que tu tires, toi, de ça, de partir d'une implication qui pouvait éventuellement ne te mener à rien, à te mener à être une des personnes les plus importantes pour un premier ministre qui aura marqué l'histoire contemporaine du Canada? C'est là où le choix doit être fait. Puis les 2 options, je ne suis pas critique de l'option que je n'ai pas pris. Mais les 2 choix que nous avons à faire très souvent, dans un paquet de choses qu'on fait dans la vie, c'est on choisit l'opportunisme
j'ai pas de connotation négative pour le mot opportunisme. Il faut saisir des opportunités. L'opportunisme ou une conviction profonde. Quand c'est une question de famille, ou je dirais de politique, il faut, selon moi, toujours suivre la conviction. Tu peux pas te retrouver à dire, je vais aller travailler pour Justin Trudeau parce qu'il est premier ministre. On s'entend. Mais il y a certaines personnes qui le font. Ouais. On le voit très souvent. Je ne critique pas ça. Ouais. Mais mon choix était d'aller travailler pour quelqu'un. Puis à l'époque, c'était pour M. Harper, quand il était toujours chef de l'Alliance canadienne. Parce que j'étais un conservateur. L'Alliance canadienne, c'était un parti conservateur, un parti de droite sur l'économie, sur la liberté, etc. Mais j'ai fait campagne pour M. Harper pendant sa course à la chefferie. Ce que j'ai toujours aimé de lui, c'est... il était drabe. Il était sérieux. C'était un homme intelligent, posé, sans vouloir être critique envers quiconque, malgré le fait que j'en porte. Les chaussettes colorées ne m'impressionnent pas. C'est-à-dire, je cherchais toujours quelqu'un de sérieux, de ma vision, à la fin de l'exercice. Et c'est là où j'ai fait le choix d'aller travailler pour quelqu'un en sachant très bien qu'il n'allait jamais devenir premier ministre. Incroyable. C'était clair dans ma tête, quand j'ai quitté Montréal pour aller à Ottawa, que j'allais travailler pour quelqu'un, peut-être pour 1 année, 2 années, 3 années, parce que ma conviction était avec lui, mais j'avais aussi pris la décision claire que cet homme n'allait jamais devenir premier ministre. J'étais au Congrès des libéraux quand Paul Martin a gagné. J'avais peur. Quand Paul Martin a gagné la chefferie du Parti libéral. Oui, en 2003, donc fin 2003. Écoute, c'était comme, je voyais un paquebot qui allait venir vers nous, et nous dans notre petite chaloupe. Mais faisons justement ce lien-là, parce que tu parles de cette vague que tout le monde voyait venir de Paul Martin. Finalement, t'as bien fait de mentionner que on compare souvent avec Poilièvre et le changement qu'on est en train de vivre maintenant avec les sondages, puis tout à coup les libéraux qui changent un peu de direction, nouveau leader. Le contraste entre cette époque et ce qu'on peut prédire, par exemple, on peut jamais rien prédire en politique, là, mais si on prend ce qui s'est passé au passé pour apprendre, ou peut-être de prédire un peu le futur, quand on fait cette comparaison-là avec ce qui est possiblement en train d'arriver maintenant dans 1 semaine ou 2, comment tu fais ce lien-là? Donc, premièrement, ce n'est pas une question de faire une prédiction sur le résultat. Mais ceux qui pensent connaître l'âme du peuple canadien et de la nation québécoise, c'est une question de faire une prédiction sur que recherche-t-il. C'est pas le résultat. Donc, présentement, je dirais que Donald Trump, c'est la nouvelle COVID. C'est la nouvelle crise qui prend le dessus de tout autre. Écoute, là, j'étais à l'aéroport et les gens autour de moi parlaient de tarifs et de Trump. Partout, ça parle de tarifs, ça parle de Trump, de cette instabilité. Donc, Justin Trudeau, premier ministre à la fin de son mandat, un des premiers ministres les moins populaires de l'histoire du Canada. Pour plusieurs raisons. Mais surtout à la fin de son mandat. Au début, on voyait un peu... Au début, c'était populaire parce que tu gagnes. Donc, la démission... Donc, Justin Trudeau a causé sa propre chute en passant. Oui, je suis d'accord. On l'a dit souvent ici, d'ailleurs. Ouais. Parce que les gens sont en train de blâmer Chrystia Freeland d'avoir démissionné comme ministre des Finances. Et c'est surnommé Brutus. Mais soyons clairs.
Justin Trudeau est allé la voir un vendredi, un appel Zoom, pour lui dire « Lundi, tu vas te déposer le mini-budget. Ridicule. Et mercredi, je vais te virer. » Quelle personne avec... C'est ça. C'est qui fait ça? Ça, honnêtement, c'est... C'est sa gaffe. Oui, c'est l'une des choses les plus, franchement, stupides qu'on puisse entendre en politique, sincèrement, là, en tout respect. Mais en même temps, il pensait que Mark Carney lui avait dit oui pour devenir son ministre des Finances. Donc, il avait trouvé le remplaçant de Chrystia Freeland, Mark Carney. Chrystia Freeland, il l'appelle pour lui dire « Lundi, tu déposes ce mini-budget qui va encore une fois nous endetter, augmenter le déficit à 60 milliards, malgré le fait qu'on avait dit 40 milliards. La dette a déjà doublé, oublie ça. Et mercredi, je te remplace avec le parrain de ton fils. » Et là, Mark Carney se retire. Chrystia Freeland se retire. Et Justin Trudeau a passé ce lundi à essayer de trouver un ministre des Finances. Il l'a offert au début à François-Philippe Champagne. Ouais. Et il a refusé. Ben oui. Donc, Justin Trudeau démissionne. Les Canadiens étaient vraiment exaspérés avec lui. Je le voyais à travers le Canada. Mais c'est pas juste les Canadiens. Moi, je pense aussi que dans son caucus aussi, il y avait de la grogne. Puis on a discuté de ça. Ça fait un an maintenant, un an et demi. On entendait des chuchotements. Et moi, j'étais même surpris qu'il avait réussi à garder ça sous le radar. C'était, tu sais, on n'entendait pas souvent des gens de son caucus sortir contre le chef. Puis on a commencé à le voir à l'élection partielle de Toronto-Saint Paul, où là, ça a commencé à sortir un peu plus publiquement. Et moi, je disais à Salim, ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'ils ont pu garder ça? Parce qu'on entendait des chuchotements, même avant qu'il y avait la grogne dans le Je vais caucus. te dire pourquoi. Ça restait calme. Parce qu'il contrôlait toujours les décisions de qui a une limousine et qui n'a pas une limousine. Ouais. Et après Saint Paul's, défaite historique, remaniement prédit, tout le monde restait calme parce que je ne peux pas être critique. C'est ça. Jean Chrétien appelait ces gens-là. Le caucus est toujours plus... les langues sont beaucoup plus détachées quand tu es dans l'opposition. Ben oui. Quand tu es dans le gouvernement, tu oses toujours espérer qu'un jour, toi aussi, tu vas être ministre. Donc, un grand changement qui se passe avec Justin Trudeau qui démissionne, qui annonce sa démission, pardon. Il va démissionner. Là, à date d'aujourd'hui, il n'est plus chef du Parti libéral. Et jeudi ou vendredi de cette semaine, il va y avoir le remaniement ministériel où M. Carney va être assermenté. Mais pour faire une histoire longue ou courte, avec l'arrivée de cette course à la chefferie, avec l'arrivée de Mark Carney, il y avait un pourcentage d'électeurs traditionnellement libéraux qui étaient tellement tannés de Justin Trudeau. Ouais. Et là, ces gens-là sont retournés à la maison. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et si les conservateurs gagnent la prochaine élection, moi je dis toujours, c'est mieux de gagner une majorité avec 10 ou 15 sièges de plus de majorité que 60 sièges de plus. Ouais, t'as moins de bouche à nourrir, hein? Voilà. Voilà. Et l'autre défi de gagner une super majorité, à part, ça fait bien pour ton ego, tu peux dire 40 ans plus tard, j'ai gagné la plus grande majorité de l'histoire du Canada, c'est que tu passes 4 années à essayer de garder des circonscriptions, des comtés qui ne sont pas censés être conservés. Mais on le voit justement à Québec avec M. Legault. Là, son dernier mandat, c'est... Ben oui. Regarde, mais en fait, merci de le dire, George, c'est exactement ça. Terrebonne, en ce moment, un comté qui est traditionnellement péquiste, qui a été caquiste avec M. Legault, avec Fitzgibbon. Fitzgibbon qui démissionne. Ils sont en train de le perdre. Ils vont... En tout cas, je prédis qu'ils vont le perdre. On verra bien, là. Je prédis qu'ils vont le perdre. Et puis, Dimitri, c'est un peu ton message. C'est que là, ils vont perdre... Ça va faire pâlir l'étoile de la CAQ pour un comté qui, en réalité, n'était pas nécessairement caquiste, dont ils n'avaient pas nécessairement besoin, mais il se trouve qu'il était là. Alors, et en passant, selon ma collègue Nathalie Normando, 98.5, oui. PQ va gagner ça. Et le PLQ, peut-être, sera en deuxième place. Dans Terrebonne, c'est extraordinaire pour le PLQ. En tout cas, on revient au fédéral. Au courant des prochains 10 jours, nous allons voir les choses suivantes. Remaniement ministériel. Un des objectifs de M. Carney, c'est
d'amener du sang neuf. Il a essayé, par exemple, de recruter Jean Charest. Mais c'est-tu vrai, ça? Oui. Mais parce que je pense que il a un intérêt, lui et sa gang ont intérêt de spinner ce genre d'informations parce que c'est une manière de dire, regardez, je suis capable d'aller même chercher des Red Tories du côté des conservateurs. Mais Jean Charest a dit non. Jean Charest a dit non. Oui, il a dit non. Mais j'espère bien qu'il a dit non, parce que de toute façon, pour ta stratégie au Québec, est-ce que c'est intelligent d'aller chercher quelqu'un comme Jean Charest dans les libéraux fédéraux? Par les libéraux fédéraux? Par les libéraux fédéraux. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, c'est quoi le message que tu envoies aux Québécois? C'est comme si tu ne connais pas très bien le Québec, d'aller chercher, oui, un ancien premier ministre québécois, mais en réalité un conservateur au fédéral qui vient juste de perdre la course à la chefferie de ce même parti. Et tu vas le convertir, mais l'intention de l'équipe Carney, c'est de dire, puis pas juste avec M. Charest, on va voir au courant des prochains jours si ça va se matérialiser, c'est-à-dire si les gens avaient dit oui. L'objectif, c'est de dire aux Canadiens, c'est un cabinet de guerre. C'est pas juste des libéraux. C'est des gens qui ont eu des affiliations néo-démocrates, conservatrices, parce que la question de l'urne, parce que la menace existentielle, c'est Donald Trump qui veut annexer le Canada, qui veut faire du Canada le 51e État. Donc, c'est pas bête, c'est pas fou comme idée. L'unité dans l'adversité. Exactement. Mais, M. Charest qui manifestement a dit non, mais ça ne veut pas dire non plus que si M. Carney gagne l'élection générale, qu'il n'y aura pas un rôle de Jean Charest. Je pourrais, par exemple, le voir comme ambassadeur du Canada aux États-Unis. Et on le voit depuis les derniers mois. Il est très actif. Il connaît ses dossiers. Puis en passant, je me souviens de M. Charest. Il était bien sûr premier ministre du Québec quand j'étais avec M. Harper. M. Charest est passionné de l'international. Ouais. Quand je le voyais au sommet de la francophonie, quand je le voyais à des sommets au COP, pour lui, il était au paradis. Il a toujours aimé les affaires internationales. Et la diplomatie internationale. Ouais. Et pas de chance si les conservateurs et M. Poilievre gagnent le pouvoir d'impliquer justement quelqu'un de son expérience? Rien n'est exclu non plus de ce côté-là. Je pense que M. Charest est un atout. La question que je me pose, M. Charest connaît aussi M. Carney assez bien. À l'époque, quand M. Charest était premier ministre du Québec, pendant la crise économique mondiale, il y avait des enjeux majeurs ici au Québec. 2008. 2008, pardon. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est moi qui dis 2008. Et donc, il a formé une relation avec M. Carney. Qui était à la Banque du Canada. C'est exact, comme gouverneur. Oh. Donc, la prochaine élection fédérale, ce qu'on va voir, c'est la vision conservatrice que Poilievre énonce depuis 2-3 ans et les libéraux qui vont commencer à énoncer la vision conservatrice. Le défi des libéraux, est-ce qu'ils vont réussir à convaincre les Canadiens? Parce que quand on parle de pipeline, le gouvernement de M. Trudeau, les libéraux, et M. Carney lui-même sont contre les pipelines. Là, ils sont pour. Quand on parle de l'endettement et des dépenses, et là, j'ai toujours de la misère avec M. Carney. Parce qu'il dit, je vais séparer les budgets en deux. Il va y avoir quelque chose qui s'appelle le budget opérationnel. Ouais. Il va y avoir quelque chose qui s'appelle le budget des investissements en capitaux. Je vais équilibrer le budget opérationnel. Les investissements en capitaux, ce n'est pas vraiment des dépenses, c'est des investissements. Je vais garder tous les programmes de Justin Trudeau, des dépenses. Et je vais rajouter d'autres dépenses, dans le fond. J'ai hâte de voir les plateformes. Parce qu'il y a d'autres dépenses, notamment militaires. Donc, augmenter les dépenses militaires à 2%. C'est ça. Et puis, si tu baisses les taxes, c'est des revenus en moins. Donc, non, mais c'est vrai, mais c'est des questions qui sont très légitimes à poser. De toute façon, elles vont être posées pendant les élections, j'imagine. Et du côté des conservateurs, c'est... Bon, vous dites que vous allez faire tout ça. Vous dites que vous allez équilibrer le budget. Le vrai budget. Pas les deux budgets. J'ai de la misère avec ça toujours. Dans le cas des conservateurs, je pense que leur plus gros défi, c'est la question de confiance. Ça a toujours été l'enjeu avec nous, les conservateurs. Pourquoi tu penses? Pourquoi ça a été toujours un enjeu?
Parce que naturellement, les libéraux gouvernent pendant le 2/3 de l'histoire de ce pays. Donc, l'autre tiers... Excuse-moi, mon téléphone. Non, c'est correct. L'autre tiers, c'est la ligne d'attaque favorite des libéraux. C'est l'agenda caché des conservateurs. On l'a vécu en 2004 et c'est probablement une des raisons que nous n'avons pas gagné l'élection de 2004. Mais heureusement, on a réussi de ramener les libéraux minoritaires. Mais c'est comme cette idée que quelque chose est caché en dessous de la table. Il y a le sentiment de suspicion qu'on essaye de créer dans la population par rapport... Mais justement, excuse-moi, avant de te laisser aller, est-ce que justement, il n'y a pas matière pour les conservateurs justement de rassurer, mais pas de rassurer dans le sens « croyez-nous sur parole », mais genre par des faits. Tu sais, moi, je l'ai souvent dit sur le podcast, puis les gens qui me connaissent un petit peu le savent. Moi, j'ai toujours été soit un Red Tory ou un Blue Liberal. Tu sais, donc, tu sais, d'ailleurs, je m'en cache pas, j'ai même aidé Jean Charest dans sa course à la chefferie au Parti conservateur, alors que j'étais pas spécialement conservateur, tout comme je suis pas spécialement libéral au fédéral. Et tu sais, quand tu disais tantôt, il y avait beaucoup de gens qui auraient voulu voter pour les conservateurs et Pierre Poilievre. Puis là, comme ils voient Carney et son repositionnement, puis hop, là, on dirait qu'il rentre au bercail. Est-ce que, justement, il n'y a pas au Canada des gens qui veulent, des gens de droite économique, mais qui voudraient que sur certains thèmes qui leur sont chers pour diverses raisons, que ce soit les questions environnementales, les questions sociales, les questions... Tu sais, ils veulent être d'une certaine façon, genre rassurés, mais rassurés par des faits. Pas juste, croyez-moi sur parole, on va jamais enlever le droit à l'avortement aux femmes. Croyez-moi sur parole, nous voulons faire une transition énergétique. Croyez-moi sur parole, on va s'assurer que les armes à feu, tu sais, ça créera pas de problème dans les grands centres urbains. Tu sais, c'est plus que croyez-moi sur parole. Tu sais, on dirait que l'électorat cherche quelque chose de concret, et là, tout d'un coup, ils donnent leur confiance all the way aux conservateurs. Est-ce que tu n'as pas ce sentiment-là, toi? Prenons les exemples un par un. Quel est le premier? Le premier? D'un enjeu où il faut rassurer. Environnemental, par exemple. OK, environnemental. On a signé l'accord de Kyoto avec des promesses de réduire des émissions de gaz à effet de serre. Non tenues. Non tenues, et les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter. Donc, ce que disent les conservateurs, ou ce que je prône en tant que conservateur, c'est pourquoi est-ce qu'on ne construit pas un pipeline pour le gaz naturel? Pourquoi est-ce qu'on ne construit pas un terminal pour du gaz naturel liquéfié pour qu'on puisse le vendre en Inde et déplacer le charbon? Ça va faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre vont diminuer. C'est juste que je pense qu'il y a les deux extrêmes. Le premier extrême, c'est l'extrême environnemental et l'autre extrême, c'est l'extrême économique. C'est-à-dire, environnemental dit non à tout prix et économique dit oui à tout prix, peu importe les conséquences sur l'environnement. Moi, je dis, les deux peuvent se faire. Il peut y avoir une réconciliation entre le développement économique et le développement de nos ressources naturelles et la protection environnementale. De manière responsable. De manière responsable, de manière à minimiser les risques. On ne peut pas dire zéro risque, mais déplacer le charbon avec du gaz naturel ou déplacer le charbon avec du nucléaire, par exemple. Donc, il y a une autre conversation à avoir. Est-ce qu'on est prêt à avoir du nucléaire pour déplacer des... Parce que combien d'éoliennes est-ce qu'on peut construire? Combien d'éoliennes peuvent nous approvisionner? Écoute, là, il va y avoir un gros débat au Québec où il était censé avoir un gros débat sur construire de nouveaux barrages hydroélectriques. Quand les environnementalistes disent non à des barrages hydroélectriques, ça, c'est de l'énergie propre. Et renouvelable, oui, absolument. Et renouvelable. Et c'est là où il faut trouver... Parce que tout le monde se cache derrière l'acceptabilité sociale. Mais je dis que cette acceptabilité sociale n'a pas réellement été mesurée. Cette acceptabilité... allez voir les gens au Saguenay. Oh, ils seraient favorables.
Mais le projet a été tué quand même. Ouais. Alors, pour revenir à ton point, donc toi, si on prend l'exemple de l'environnement, donc toi, ton point, c'est que il y a une suspicion à l'égard d'un conservateur qui dit « je veux un pipeline », puis quand vient Mark Carney puis dit « je veux un pipeline », tout d'un coup, c'est comme « okay. C'est faisable ». Oui. Exact. Et c'est ça, c'est ça comme... C'est comme les... Puis là, je ne veux pas être trop critique envers mes amis libéraux, c'est vers quelle direction souffle le vent, on va y aller aussi. Tandis qu'il y a littéralement, pendant les 10 dernières années, la taxe sur le carbone, c'était la plus grande décision pour protéger l'environnement. Scrappé. Ouais. Ne pas construire des pipelines. Le projet de loi 669 fait exactement ça. C'est la loi anti-pipeline. Donc, la prochaine élection, ça va être une élection sur deux fronts. La question de l'urne, pour moi, clairement, c'est qui peut faire face à Donald Trump. Et la sous-question, c'est qui peut réellement réduire la dépendance du Canada des États-Unis. Parce que, selon moi, ce que nous sommes en train de vivre présentement, ça va au-delà de Donald Trump. Je pense que Américains, démocrates, républicains, les tendances protectionnistes vont continuer à augmenter. On ne peut pas se dire, trouvons des moyens de passer à travers les 2 ou 4 prochaines années parce que ça va être ensoleillé, encore une fois que Trump va quitter. Nous devons choisir un gouvernement sérieux, un gouvernement qui tient mordicus avec tout ce qu'il faut faire afin de réduire réellement notre dépendance des États-Unis. Pour que nous soyons dans une position de force à décider quoi leur vendre et quoi ne pas leur vendre. Donc, au-delà de la rhétorique et des ambitions d'annexion de Donald Trump, une fois que Donald Trump va quitter, que ce soit un républicain ou démocrate, ces tendances protectionnistes vont continuer. Est-ce que vous savez, les gars, que si demain matin, on réussit à éliminer les barrières interprovinciales, ça représente 2% de PIB, 2% de productivité. Ça, c'est l'équivalent d'injecter 80 milliards de dollars dans l'économie canadienne. Est-ce que c'est faisable d'après toi? Si on réalise que la gonne est réellement sur notre temple, oui. Parce que ce n'est pas normal qu'on soit des libre-échangistes à l'extérieur du Canada et les plus grands protectionnistes à l'intérieur du Canada. Mais non, mais ça Est-ce que c'est normal que je ne peux pas acheter une caisse de bière ici puis l'amener en Ontario? Ouais. Non, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que mon plombier ne peut pas travailler au Québec? Attends, mais mieux que ça. Tu sais, on parlait de Jean Charest tantôt. Une des choses qu'il avait faites au Québec, c'était la mobilité de la main-d'œuvre avec la France. Donc, il y a des gens en France, formés en France, selon le modèle français. Je dis pas que c'est pas bien, c'est très bien. Là n'est pas le problème, c'est pas une question de qualité. Mais il y a des gens de France qui peuvent travailler au Québec et être reconnus par des ordres professionnels. Puis de l'autre côté de la rivière des Outaouais, ou quelqu'un qui vient du Nouveau-Brunswick ne peut pas. Non. Ça n'a aucun bon sens. Puis en passant, je veux pas dévier du sujet, mais il y a beaucoup d'anomalies comme ça. C'est même, par exemple, un étudiant français qui vient ici, ça lui coûte moins cher d'étudier dans une université à Montréal qu'un Ontarien ou quelqu'un qui vient de la Colombie-Britannique. C'est pas normal. T'sais? Mais ça, c'est un autre débat, mais ça rentre un peu dans le même... La crise actuelle, c'est une opportunité qu'il ne faut pas manquer. Mais ce n'est pas un couteau à double tranchant, ça. Parce que moi, je regarde, puis peut-être mon analyse est croche, là. Tu sais, je sais pas, peut-être que j'ai pas les connaissances approfondies de faire d'avoir une compréhension de la situation, mais je regarde ce qui est en train de se passer au niveau mondial. Chaque pays est en train de monter des murs contre les États-Unis. Puis on s'entend, c'est une personne qui a tout causé ça. Mais en même temps... Sauf la Russie. Ouais, sauf la Russie. Ben, c'est pas juste la Russie, il y a d'autres pays aussi. Non, mais c'est la relation américano-russe est très bonne présentement. Ouais. Mais
c'est pas dangereux. Tu sais, quand on pense aux États-Unis, on pense d'un partenaire privilégié et on est en train de voir avec le Canada un mur qui est en train de se lever. On voit avec l'Union européenne, l'autre jour, le nouveau chancelier de l'Allemagne qui a dit, regarde, on n'a plus besoin des États-Unis, on va faire ce qu'on doit faire pour l'Europe. Là, il vient d'injecter des centaines de milliards de dollars dans leur infrastructure militaire. Et moi, je regarde tout ça puis je dis, c'est pas normal. C'est pas normal de vivre une situation où des partenaires et des alliés historiques commencent à se séparer et de se virer plus vers l'intérieur. C'est pas normal. Et puis, ce que j'ai peur, c'est que, comme tu as dit tantôt, Dimitri, Donald Trump peut durer 4 ans, puis après, je pense pas qu'il y ait un autre mandat après lui, mais le danger, pour moi, c'est qu'il y ait un président des États-Unis qui crée un précédent où les prochains présidents qui vont rentrer vont dire, regarde, c'est le statu quo maintenant, c'est comme ça que ça marche. Tandis que ça devrait pas être comme ça. C'est ça que, moi, le danger que je vois, c'est ça. C'est le long terme. Est-ce qu'on va continuer toujours et à jamais de suivre cet exemple-là que Donald Trump a établi, ou est-ce que la situation va se corriger à quelque part ou à un moment donné? Il faut se regarder l'autre côté de la médaille, George. Est-ce que c'est normal que nous n'avons pas la capacité de patrouiller, de défendre nos 3 côtes? Ouais. L'Atlantique, le Pacifique et surtout l'Arctique. Est-ce que c'est normal que quand un de nos clients nous dit « on ne veut plus acheter de toi », qu'on n'est pas capable de vendre ce que nous vendons qui est précieux à un autre client? Mais ça, c'est aussi Est-ce que c'est normal que, comme disait Jean Lesage, nous ne sommes pas maîtres chez nous? C'est pas normal. Puis là, c'est la faute du gouvernement actuel. Non. On va prendre les 25 dernières années. Oui, mais on a eu des opportunités. On a discuté de ça avec Salim. Quand la guerre a commencé entre la Russie et l'Ukraine, il y a eu des mouvements des Européens et des Asiatiques. Ils sont venus au Canada demander de l'aide. L'Allemagne est venue, la Grèce est venue, le Japon est venu. Et on leur a fermé la porte. Mais non, on n'a pas fermé la porte. Ils voulaient acheter quelque chose qu'on ne pouvait pas vendre, mais que nous avions. C'est comme si tu as un bon filet mignon sur l'étagère. Tu n'arrives pas à l'atteindre. Tu n'arrives pas à l'atteindre parce que tu n'as pas acheté une échelle. Ouais. C'est ça. Ben, tu n'as pas ton pipeline, tu n'as pas ton... Présentement, c'est comme... En anglais, on dit « What's the matter with us? » C'est impensable. Nous nous sommes auto-échec et mat sur nos ressources naturelles. Puis là, je vois la une du Devoir aujourd'hui. Yves-François Blanchet qui dit « Jamais le pétrole sale qui va passer sur le sol québécois. » Mais le pétrole sale est déjà en sol québécois. Le défi, c'est que ça vient des États-Unis. Le défi, c'est qu'on achète du pétrole beaucoup plus sale. Des Saoudiens, des Vénézuéliens. Le pétrole éthique, c'est ici au Canada. Donc, nous avons bloqué notre ressource naturelle la plus importante, le pétrole, d'aller vers l'ouest. On l'a bloqué d'aller vers l'est. Il peut seulement aller vers le sud. Mais là, il peut aller vers l'ouest avec Trans Mountain. À peine. Les 2 gros projets qui ont été bloqués, c'est Energy Est et Keystone. Et Northern Gateway. Ah, Northern Gateway, c'est ça. Ça aura ouvert nos marchés asiatiques et européens. Et comme tu l'as dit, George. Oui, mais le 50 ou 60 milliards de Trans Mountain, pourquoi c'est problématique? C'est pas problématique, ça s'approvisionne les États-Unis. Mais ça pourrait aller vers l'Asie, via le Pacifique, non? Ça aurait tout Trans Mountain. En Colombie-Britannique? Voilà. Mais le défi présentement, c'est que la capacité de flux n'est pas suffisante. OK. D'accord. Je vois. Mais alors... Et c'est pour ça que je dis, prenons cette crise comme une opportunité de réellement devenir maître chez nous. Que ce soit des minéraux critiques, que ce soit nos ressources naturelles, la potasse, notre bois d'œuvre. Mais alors, Dimitri, parce que pour rejoindre un peu la question de George, c'est que ça n'a pas été fait depuis, on va dire 25 ans, peut-être même plus quand il pense vraiment, là. Mais est-ce qu'il y avait un manque de leadership politique? Tout
tout palier de gouvernement confondu, tout parti politique au pouvoir confondu, est-ce qu'on ne voyait pas trop la facilité simplement d'aller aux États-Unis? Parce que l'un des plus beaux accord de libre-échange, parce qu'il était de nouvelles générations. C'est celui de l'Europe, avec l'Union européenne. Oui. Que le gouvernement Harper a initié, etc. Puis je pense que Jean Charest au Québec avait joué un rôle au début pour pousser les parties prenantes à démarrer cet accord, ces discussions. On l'a entre les mains. Il fonctionne. Oui, je sais qu'il y a quelques petits soubresauts en Europe là-dessus, mais d'une manière générale, il est là, il est en application. Les gouvernements provinciaux qui étaient autour de la table de négociation, quelque chose de nouveau par M. Harper, justement, puis le gouvernement fédéral n'a jamais véritablement, accompagné les entreprises dans ce virage-là. Don't get me wrong. Un gouvernement ne peut pas tout faire. Il peut créer des conditions favorables. Oui, parce que l'entreprise A, B ou C, entre envoyer son acier ou son aluminium ou son produit aux États-Unis versus l'envoyer en Europe, la facilité. Nous avons choisi la facilité. Mais les Européens, eux autres, là-dessus, j'ai presque envie de dire, ont été un peu plus malins. Parce que eux autres, quand ils viennent ici, puis les contrats des municipalités, des provinces, du fédéral, ils sont partout. Ils sont partout. Oui, au moins, ils sont dans la compétition, minimalement. Parfois, ils gagnent l'appel d'offres. Oui, et c'est ce que je suis en train de dire. C'est que, présentement, cette facilité, quand ton voisin pelte la neige de ton garage à chaque jour, tu n'as pas à t'inquiéter, tu t'inquiètes pas. Il faut commencer à pelleter notre propre garage. Et il faut commencer réellement à penser sérieusement que nous dépendons trop des États-Unis. Ça prend un virage psychologique. Ouais. Ça prend un réel virage psychologique sur cette question. C'est quoi le timeline logique là, de faire de virer complètement, pas juste au niveau pratique, là, on change notre économie, mais aussi dans l'esprit des gens que, bon, les États-Unis, c'est une option, mais c'est pas la seule, puis là, on a le reste du monde. C'est quoi ce timeline-là? Est-ce que c'est possible de le faire dans un mandat politique, par exemple? Il y a certains secteurs où c'est une question de quelques années. Il y a d'autres secteurs, comme par exemple le secteur énergétique. On parle de 10 à 12 ans. Oui. Mais on doit commencer aujourd'hui parce que 10 à 12 ans vont passer. Oui. Et dans 10 à 12 ans, on ne peut pas se dire on aurait dû le faire il y a 10 ou 12 ans. C'est ça. Le moment, c'est maintenant. Il y a certains secteurs qui sont capables de faire le virage plus rapidement. Il y en a d'autres secteurs stratégiques dans les ressources naturelles où ça prend des changements aussi majeurs en termes de réglementation. Est-ce que c'est normal d'avoir 2 études environnementales, une fédérale et une provinciale? Ouais. Pourquoi ne pas seulement permettre au gouvernement provincial de faire l'étude environnementale? Ça prend aussi un virage qu'on doit arrêter de se cacher derrière l'acceptabilité sociale de 10 personnes qui crient très fort ou de 20, 30, 40, 50 personnes qui crient très fort au nom de tout le reste. Et il faut aussi faire de la pédagogie. Il faut avoir une conversation. Il faut expliquer c'est quoi un pipeline. Ça passe on en a déjà des pipelines au Québec. Ouais. Si tu dis ça à quelqu'un, c'est pas possible. Ouais. Oui, puis tu sais, un pipeline, dans le fond, on s'entend, c'est un gros tuyau. Puis tu sais, tu peux faire ça dans les meilleures normes. C'est-à-dire que si on te dit que les meilleures normes, je sais pas, moi je dis une bêtise, c'est 6 pouces, ben fais-en 15, puis assure-toi qu'il n'y en a pas de problème. Est-ce que vous vous souvenez de Mégantic? Ben oui. Ben bien sûr, on se souvient très bien. Mais écoute, parce que comme le temps quand même va très vite dans un podcast, j'aimerais quand même t'amener un peu sur le terrain politique plus politicienne. Donc là, tu sais, tu l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça sera la question de l'urne? Puis on a malheureusement, c'est pas faute d'essayer, rarement des personnes, des conservateurs ou proches de conservateurs. Donc, tu es peut-être là un peu pour nous en parler. C'est quoi les meilleures cartes à jouer pour les conservateurs dans l'élection qui va être déclenchée probablement dans les prochains jours? Je pose la question spécifiquement parce que
tu sais, tu parlais de cette suspicion-là. Puis cette suspicion, disons qu'elle était absente un certain temps. Puis là, tout d'un coup, elle est un peu revenue avec tout ce qui se passe aux États-Unis. Puis qu'est-ce que tu penses seraient les meilleures cartes à jouer par les conservateurs? Je pense que la marque de commerce conservatrice, c'est la bonne gestion économique, c'est les finances et l'économie, c'est la criminalité, c'est sévir contre des criminels et mettre les droits des victimes avant les droits des criminels. Ça va être une élection économique. Et le parti qui va être capable d'attacher toutes ces politiques autour de 2 points. Réduire la dépendance des Américains et enrichir les Canadiens. Ce n'est pas normal. Quand on était plus jeune, on est probablement tous plus ou moins le même âge. Quand nos parents travaillaient fort, puis ça travaillait fort nos parents, ils savaient que leur travail fort et les sacrifices qu'ils faisaient feraient en sorte que leurs enfants seraient capables de s'acheter une maison. Aujourd'hui, je suis père de 4 enfants. Malgré le fait que je travaille très fort et je suis en position de donner plus d'opportunités économiques à mes enfants que ma mère était capable de me donner parce qu'elle m'a donné toutes les autres opportunités qui étaient beaucoup plus précieuses que l'opportunité économique, je suis inquiet. Est-ce que c'est normal que je suis plus inquiet que ma mère l'était pour moi? Et c'est pour ça qu'on voit un virage majeur inusité des 18 à 30-35 qui vont voter, qui veulent voter conservateur. Ça, c'est pas normal. Monsieur Churchill, Sir Winston Churchill disait, si tu as moins de 20 ans et tu n'es pas un libéral, tu n'as pas de cœur. Mais si tu as plus de 40 ans et tu n'es pas un conservateur, tu n'as pas de tête. Mais on est en train de voir cette plus jeune génération qui s'aligne vers le Parti conservateur. Je pense que l'économie, et qu'est-ce que je veux dire par ça? La crise du logement, le fardeau fiscal, c'est-à-dire réduire les taux d'imposition, la criminalité et l'économie personnelle. C'est pas les gros, on va investir 100 milliards et 50 milliards. Je pense que l'économie personnelle de l'électeur va être au centre de cette élection. Mais on passe pas un petit peu à côté de la question de l'urne dont tu parlais, c'est-à-dire la relation avec Donald Trump? Je comprends que c'est indirect, je le comprends, je comprends très très bien ça. Mais tu sais, en même temps, l'électorat veut une réponse directe à une question directe. Tu sais, dealer avec Donald Trump aujourd'hui pour une raison, à tort ou à raison, l'avenir nous le dira, mais à tort ou à raison, on dirait que dans la tête de beaucoup de Canadiens en ce moment, Mark Carney, tu sais, why not? Tu sais, c'est comme, il pourrait... Mais la question n'est pas qui peut avoir une bonne relation avec Donald Trump. Non, c'est celui... La question, c'est qui peut faire face voilà, c'est ça. à Donald Trump. Alors justement, comment M. Poilievre et les conservateurs peuvent incarner ça au-delà du côté, oui, la saine gestion des finances, etc. Parce que M. Carney aussi, il dit, je vais mieux gérer les finances. Peut-être qu'il les gérera pas aussi. Donc, je vais donner un exemple. Ouais. Projet de loi C-69. Sur les pipelines? C'est un projet de loi qui bloque les pipelines essentiellement. C'est ça. Donc, une façon concrète, parce que ce qu'on est en train de dire présentement, c'est que les investisseurs, parce que les pipelines, c'est pas le gouvernement qui construit des pipelines. C'est le secteur privé. Regardez la plateforme électorale des 2 partis. Le parti qui vous dit qu'il va abroger la loi C-69, c'est le parti qui va construire des pipelines parce qu'ils vont faire en sorte que cet obstacle ne sera plus là. Et c'est là où je dis que les élections comptent, l'importance des élections et des plateformes électorales. Et c'est celui qui va pouvoir sortir son message positif, c'est-à-dire voici tout ce que je vais faire, et son message négatif, c'est-à-dire voici tout ce qu'il dit, mais il va faire le contraire. Et vous allez voir une guerre entre les 2 partis où leur message positif, mais aussi le message négatif envers l'autre. Et c'est là où les gens vont devoir faire des vrais choix. Mais soyons honnêtes, puis Dimitri, tu en as fait des campagnes, toi. Combien de gens tu as rencontrés durant une campagne
qui t'ont dit « Oh ouais, j'ai lu les plateformes puis je les ai compris ». Il n'y a personne qui lit les plateformes. Les gens écoutent les clips de 10-15 minutes sur les nouvelles. C'est quoi la perception des gens? Et je veux retourner un peu en arrière, puis c'est relié à ce que Salim demandait aussi. On a vu les dernières années un climat vraiment toxique dans l'écosystème politique canadien. Puis je trouve ça très drôle parce que je regarde tous les ministres maintenant libéraux puis les députés libéraux qui disent « Oh non, on veut pas un mini-Trump, on veut pas faire la politique américaine. » Et je suis désolé, et on en a parlé avec Salim, mais c'est pas les conservateurs qui ont commencé ça. Moi, je me rappelle très bien des ministres parler des conservateurs, les appeler des ultra-droites, des extrémistes. À toute opportunité, oh, c'est Trump-like politics. C'est eux qui ont commencé tout ce salissage-là pour peinturer un peu l'image d'un adversaire politique qui n'est pas à la hauteur de l'image canadienne qu'on a des politiciens. Et tu sais, ça a créé ce climat toxique et maintenant, on vient double down, comme on dit en anglais, que c'est Poilievre qui est le mini-Trump. Il parle comme lui, puis ils sont allés trouver des clips. C'est pas difficile de trouver des clips que les politiciens disent la même chose. Ils disent des milliers de mots par semaine, tu comprends? Donc, et moi, je trouve ça très dangereux parce que c'était pas dans notre nature au Canada d'être si toxique et si controversé. Il y avait toujours un certain respect entre les politiciens. Et on voit que ça change un peu. Dans son discours dimanche soir, Mark Carney, citation, il accuse Pierre Poilievre qu'il va se rendre à l'autre et s'agenouiller devant Donald Trump. Je vais t'amener à la campagne de 2004, quand on a perdu. Et une des promesses qu'on faisait à l'époque, c'est d'augmenter les investissements pour les forces armées canadiennes. Et à l'époque, les libéraux avaient sorti une publicité négative contre nous pour dire que les conservateurs veulent avoir des soldats dans nos rues. C'est « Soldiers with guns in our cities ». Le Parti libéral du Canada a ce talent de dire une chose et son contraire. C'est-à-dire t'attaquer de façon virulente et de sortir 30 secondes plus tard pour dire on doit tous être positifs et gentils. mais tu es un stratège, Dimitri. Oui. Tu es un stratège, puis au-delà, moi, j'aime pas quand la stratégie prend le dessus sur le fond, là, comme la majorité des gens, mais il reste que il y a des stratégies de définition de l'adversaire. Puis là, ce que tu es en train de me dire, c'est que les libéraux sont quand même assez forts là-dedans. Mais tu sais, moi, je me souviens aussi de comment les conservateurs, justement, de M. Harper, à l'époque où tu étais là, étaient excellents aussi à définir les libéraux de l'autre côté, et notamment Stéphane Dion, puis son virage vert, puis je dirais même que les publicités négatives étaient pas mal musclées. Là. Et je crois fermement aux publicités négatives. Une règle est très simple. Ta publicité négative doit refléter la vérité. Exemple parfait, en 2015, nos publicités négatives ne reflétaient pas la vérité contre Justin Trudeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons perdu. Donc, Michael Ignatieff, je vais te les prendre un par un. Oui. Michael Ignatieff, on disait, c'est un gars qui habitait à l'étranger pendant 20-30 ans. Il est juste retourné au Canada pour devenir premier ministre. Et quand et si il perd, il va quitter. Ça a fonctionné, et non seulement ça a fonctionné, mais il y avait beaucoup de vérité futuristique là-dedans. Parce qu'après l'élection, il a quitté. Je ne pense pas que, même si les conservateurs accusent Mark Carney, parce que les deux sont en train de faire la même chose en passant. Les deux essayent d'accuser l'autre d'être le meilleur chum de Donald Trump. Je vous le dis, ni l'un ni l'autre. Que ce soit Mark Carney ou Pierre Poilievre, les deux vont combattre Mark Carney. Là où je dirais que M. Carney a une position de faiblesse, c'est qu'il n'est pas un politicien avec l'expérience. Et ils essayent de jouer ça comme un positif. Être politicien, c'est pas un passe-temps, c'est pas un hobby. L'exemple parfait que je donne aux gens, parce que là, les libéraux accusent les conservateurs ou M. Poilievre. Oui, le career politician. Est-ce que vous savez pendant combien d'années Jean Chrétien était député avant de devenir premier ministre? Plus de 30 ans.
Et c'est tout ce qu'il avait fait. Donc, ça se peut que M. Carney soit un excellent banquier, mais il doit toujours faire des preuves quand même assez concrètes qu'il est un bon politicien. Vous l'avez vu, pendant la course à la chefferie, il s'est caché. Il n'a pas fait beaucoup d'entrevues, pas juste au Québec. On l'a attendu ici. Il n'est pas venu. Non. Il attend presque partout. Ça va être une élection très importante. Et je pense qu'il faut aller au-delà des attaques négatives de l'un vers l'autre et de se dire réellement qui est capable de faire face à Donald Trump et qui réellement est capable de réduire la dépendance du Canada. Parce que faire face à Donald Trump, c'est du court terme. Réduire la dépendance du Canada, des États-Unis, c'est du long terme, mais ça prend des virages idéologiques majeurs. Ben, d'autant plus que... Surtout du côté des libéraux, ça prend des virages idéologiques majeurs. Oui, non, j'en suis bien conscient. Mais tu vois, par exemple, pour renforcer un peu ce que tu dis, c'est que Donald Trump aura fait des émules aux États-Unis. Hein, donc, quand bien même lui, son mandat va terminer dans 4 ans, mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas y avoir un J.D. Vance, ça ne pourrait pas vouloir dire que quelqu'un d'autre du mouvement MAGA pourrait sortir aussi. Donc c'est à long terme. Là. Il faut prendre pour acquis que le successeur de Donald Trump et le successeur du successeur du successeur du successeur, que je peux continuer pour les 30 prochaines minutes, notre plan de match doit être que tous ceux qui vont succéder Donald Trump pour les 30, 40, 50 prochaines années vont avoir exactement la même vision que Donald Trump. Il faut se le mettre dans la tête que nous devons, à tout prix, réduire notre dépendance des États-Unis. On ne peut plus et on ne peut plus jamais se retrouver dans cette position de faiblesse. Présentement, on est dans une position de faiblesse. Ouais. Et moi, je te rejoins sur l'argument de Mark Carney, puis on en a parlé ici au podcast. Peut-être, comme tu as dit, un excellent banquier, et il a des connaissances, beaucoup plus que Justin Trudeau, d'après moi. C'est même pas un argument, là. Mais le politique compte. Et le politique compte dans le contexte actuel. Et ce que je dis à Salim, c'est comme si la troisième période est en train de terminer, on s'en va en prolongation. Mark Carney sait même pas comment patiner, puis on le jette sur la glace, va gagner, va mettre le but d'or, là, tu comprends? C'est un peu l'analogie que je vois. Oui, c'est pas nécessaire d'avoir l'expérience en politique. OK, t'as devant toi le temps pour apprendre. Mais dans le contexte actuel, la politique puis l'expérience en politique compte, d'après moi. Puis je peux avoir tort là-dessus, mais... Il y a deux choses. Puis il faut réellement bien penser à ça. Le prochain premier ministre va devoir gérer le court terme, gestion de crise, Donald Trump, tarifs, passer à travers, renégocier le traité de libre-échange, si une renégociation est possible. Puis je vais le dire, moi, une chose que je ferais là, c'est je dirais aux Américains, la prochaine fois que vous dites 51e État, et la prochaine fois que vous dites gouverneur, on n'est plus à la table. Il n'y a rien à négocier. Ça va jouer dur. Arrêtez. Ouais. C'est un manque de respect. C'est plus une joke. Ouais. Mais je pense que le critère le plus important pour la prochaine élection générale, c'est à qui est-ce que les électeurs vont réellement faire confiance pour faire les choses qui auraient dû être faites au courant des 10-15 dernières années et n'ont pas été faites. Qui est crédible de réellement le faire? Parce qu'on ne peut pas se faire avoir une autre fois. C'est-à-dire, oui à des pipelines, oui au développement de nos ressources critiques, oui à notre développement économique, oui à une saine gestion de l'économie. Et une fois l'élection passée, de retourner à la norme. Ouais. Très rapidement, je sais que le temps file, mais je veux qu'on parle les prévisions ou ce que tu penses au Québec. On a vu un peu les conservateurs monter avec la faiblesse du Parti libéral du Canada. Le Bloc a pris vraiment le devant. Là, qu'est-ce qui change dans la dynamique? Qu'est-ce qu'on peut voir ici au Québec? Au Québec, la meilleure façon que je pourrais te décrire ça, George puis Salim, c'est tu as un stationnement et 2 magasins. Le stationnement, c'est le Bloc québécois. Et les 2 magasins, les 2 boutiques,
c'est les libéraux et les conservateurs. Le gros défi du Bloc, cette fois-ci, c'est que ce que le Bloc dit, c'est « Nous allons défendre les intérêts du Québec à Ottawa ». Tandis que la prochaine élection, la question, c'est qui peut défendre les intérêts du Québec à Washington. Ouais. Et Yves-François Blanchet et le Bloc ne sont pas invités à Washington. Je pense que ça va être une campagne électorale difficile pour le Bloc québécois parce que leur valeur ajoutée n'est pas la question de l'urne cette fois-ci. La question de l'urne, c'est dans quel magasin est-ce qu'on va rentrer? Ouais. Est-ce qu'on va rentrer dans le magasin bleu ou dans le magasin rouge? On a vu une montée de la souveraineté là, dernièrement avec Paul Saint-Pierre Plamondon aussi, puis avec Yves-François Blanchet. Ça, tu penses que avec le temps ou même avec cette élection-là, on va l'oublier carrément? Montée de la souveraineté? Une baisse. Légère, mais voici comment je réponds à ça. Le PQ, tu veux dire la montée du PQ? Oui, exactement. Mais c'est-à-dire que eux, l'argument, c'est que bon, on veut la souveraineté, puis tous les arguments sont en faveur. Regarde, on est populaire, donc il y a eu une montée un peu de l'appui de partis souverainistes. Mais ce désir-là, je pense qu'avec les élections... Donc, il y a deux choses. La montée du PQ, en grande partie, je dirais, n'a rien à faire avec la souveraineté. C'est ça. La montée des intentions de vote vers le PQ, c'est parce que c'est le parti qui s'est positionné comme une alternative à un gouvernement qui est devenu de plus en plus impopulaire, surtout le premier ministre Legault. Si j'étais le premier ministre Legault présentement, ou un de ses conseillers, je lui dirais deux choses. Si on se rend jusqu'à 2026, probablement une bonne idée de quitter, mais songe sérieusement à déclencher des élections au mois d'août de 2025. Avec la question de l'urne de Donald Trump et de dire... Mais comme Doug Ford a fait dans le fond... Pablo Rodriguez, Paul Saint-Pierre Plamondon, Québec solidaire. On a besoin d'un gestionnaire économique. Peut-être vous m'aimez, peut-être vous ne m'aimez pas, mais le seul comptable autour de la table, le seul homme d'affaires, c'est moi. Mais retournons sur le Bloc et les deux partis fédéraux. Je pense que les gens sont en train de se questionner sur le Bloc, surtout à cause de la menace existentielle, et qu'ils vont songer sérieusement de rentrer dans les deux magasins et moins de rester stationnés dans le stationnement. Pour le PQ, pour retourner au provincial, la promesse claire et nette, c'est de faire un référendum lors du premier mandat. Le premier mandat, c'est en plein milieu du mandat de Donald Trump. Est-ce qu'ils vont... Si lentement, mais sûrement, vous allez constater que le PQ fait marche arrière sur cette promesse, c'est parce qu'il réalise que c'est devenu un talon d'Achille. Ouais. Et c'est déjà un talon d'Achille en passant, avec ou sans Donald Trump. Mais c'est parce que tu rajoutes de l'incertitude politique à une incertitude économique dans un contexte géopolitique assez complexe. Avec un président qui veut annexer le Canada, dont le Québec. Et rendre le Québec la Louisiane. Exactement. Est-ce que c'est une bonne idée de se séparer alors? Oui, non. Mais dans le fond, dans des États-Unis à 51 États, peux-tu s'entendre que l'espagnol serait plus important que le français? Il y a plus d'hispanophones aux États-Unis qu'il y a de francophones au Canada. Ça devient un enjeu majeur pour le PQ parce que je pense que les gens sont en train de aussi réaliser que le Québec est plus fort au sein du Canada. Imagine un Québec comme un pays souverain aujourd'hui, à l'heure actuelle. Quel serait son leverage? Quel levier aurait le Québec? Tandis que maintenant, ils font partie de la Fédération canadienne. Et le Canada est plus fort grâce au Québec, mais le Québec est plus fort grâce au Canada. Et puis, on va se le dire, là, quand, à l'intérieur du Canada, veux pas, qu'importe ce qu'on pense de M. Trudeau, il reste qu'il vient du Québec. Qu'importe ce qu'on pense de Mme Joly, elle vient du Québec. Qu'importe ce qu'on pense de M. Champagne, il vient du Québec. C'est des gens qui vont partout dans le monde, qui sont à Washington, qui rencontrent les Marco Rubio de ce monde, puis d'autres personnes, etc. M. Lutnick et autres. Donc, on s'entend que c'est clairement un levier hyper important. Oui, tout à fait.
Ouais. On va mettre un point là-dessus, tout le monde. Dimitri, merci. Merci, c'était un plaisir vraiment de te revoir parce qu'on ne te voit pas si souvent que ça. Et le fait que tu as eu le temps de venir sur le podcast, on l'apprécie. On l'apprécie énormément. C'est très apprécié. Merci à vous. Merci d'être venu. All right, tout le monde, on se voit bientôt avec un tout nouvel épisode, peut-être même cette semaine ou la semaine prochaine. Allez vous abonner, suivez-nous, commentez. On vous aime beaucoup. Ciao, à la prochaine. Ciao, bye.